bonjour et bienvenue à ce cours de modélisation statistique à HEC Montréal, donc Math 6604, Léo Belzile au microphone. Aujourd'hui, on parle graphique et analyse exploratoire des données. Euh, donc, on a vu dans les notes de cours qu'il y a plusieurs types de données potentielles et c'est important de bien faire la distinction entre ces variables. D'abord, parce qu'on ne va pas nécessairement utiliser les mêmes choix de modèle. Donc, si vous avez une variable réponse binaire, on ne va pas la traiter de la même façon qu'une variable continue. Euh, Ensuite, parce que si vous faites un graphique, forcément, si vous avez une variable comme homme-femme, ben, vous ne pouvez pas nécessairement la représenter de la même façon que le prix d'un item. Hein? Donc, homme-femme, vous avez deux possibilités. L'autre, il y a une échelle continue de valeurs possible. Et finalement, donc, si vous avez un modèle, si vous avez des coefficients dans un modèle de régression, c'est important de bien distinguer ces variables-là pour interpréter correctement les coefficients qui sont associés. Donc, revenons ensemble sur les deux types de variables que vous pouvez rencontrer. Donc, le premier type, c'est des données numériques. Il y a une valeur numérique et cette valeur-là représente une quantité. OK? Donc, soit vous avez une variable qui est continue, et là, vous pouvez penser à quelque chose qui a peut-être été mesuré à une échelle d'une certaine granularité peut-être grossière, mais qui et néanmoins pourrait exister sur un continuum. Donc, si vous pensez au temps, on va peut-être le mesurer en minutes, mais vous pourriez, si vous aviez un instrument plus précis, le mesurer en secondes, en millisecondes. Donc, le temps existe, on peut trancher en segments plus fins et néanmoins donc le mesurer. Donc, même si on a une précision arbitraire, la variable existe. Et donc, quand on va le représenter, on pourrait penser qu'il y a un nombre de valeurs infinies. Okay? Donc ici, on a un petit oiseau qui mesure 3 pouces et une ligne et qui pèse 34 grammes. Les variables discrètes, donc pensez à des variables souvent entières. Donc ici, on a une pieuvre qui a 8 lèvres, 8 tentacules pardon, et 4 taches. Donc des variables entières. Ce sont des variables numériques. Donc, vous avez déjà un ordre dans ces variables numériques-là. Ici, c'est juste que le nombre de valeurs possibles est restreint. OK? Et puis, évidemment, on pourrait traiter certaines variables continues comme des variables discrètes. Mais on verra, des fois, on pourra, une représentation sera plus adéquate que l'autre. Donc, les variables numériques, l'important, c'est de faire la distinction entre peut-être variable entière ou binaire et variable continue, donc qui pourront prendre plus de valeurs. Si vous avez n observations et qu'il y a une valeur différente, donc c'est forcément une variable qui est continue. Okay. L'autre variable qu'on va rencontrer, donc en français on dit aussi des variables qualitatives, mais je préfère le terme catégoriel. Donc, quand vous pouvez compartimenter des variables, chaque tiroir représente une catégorie différente. Donc, ce sont des variables catégorielles. Donc, il y a deux types de variables catégorielles. Soit elles sont nominales, c'est-à-dire que vous leur mettez une étiquette, mais qu'on n'est pas capable de distinguer. Donc, ici, on a 3 animaux, une tortue, un papillon et un escargot. Pardon. Et donc, il n'y a pas d'ordre entre escargot, tortue ou papillon. Donc, souvent, ça va être, par exemple, si vous dites dans quel pays êtes-vous né, ben, si on pense France, Canada, États-Unis, il n'y a pas d'ordre entre ces pays-là, et donc ce sont des variables nominales. On ne peut pas les représenter numériquement, il n'y a pas de valeur numérique associée. Donc, si vous avez une étiquette et que c'est du texte, généralement, c'est des variables catégorielles. Donc, nominal, quand vous n'êtes pas capable de les ordonner. Ordinal, pensez échelle de Likert. Donc, si on vous demande, êtes-vous satisfait du gouvernement actuel? Alors, vous êtes très insatisfait, plutôt insatisfait, neutre. Voilà. Donc, c'est une échelle de Likert où là, vous pouvez donner un ordre.
Il n'y a pas nécessairement de valeur numérique, donc certaines fois, on pourra considérer des variables ordinales comme étant des variables discrètes. Okay, on pourrait dire, on va prendre une échelle Likert et puis on va l'assigner à 1, 2, 3, 4, 5. Mais foncièrement, il n'y a pas nécessairement quelque chose de numérique qui est associé. Euh, donc, l'écart entre certaines catégories peut être différent. De la même façon, si vous pensez en termes d'éducation, quelqu'un qui a un secondaire ou moins, qui a fait des études collégiales, qui a un diplôme universitaire, donc oui, elles sont ordonnées dans le sens où si vous avez un diplôme collégial, vous avez normalement forcément un diplôme d'études secondaires, mais ça ne veut pas dire que c'est 1, 2, 3. Okay? Donc, si vous avez, même si vous avez étiqueté ces variables-là à l'aide de variables numériques, la représentation, l'interprétation n'est pas correcte. C'est pas la différence entre secondaire et collégial, c'est pas nécessairement la même différence qu'entre collégial et universitaire en termes d'effet. Donc, les variables nominales et ordinales, dans ce cours, on va les traiter de la même façon, c'est-à-dire comme un ensemble de variables binaires. Okay? Donc, binaire, c'est quoi? C'est une variable où vous avez deux possibilités mutuellement exclusives. Donc, quand on va penser à, par exemple, le niveau d'éducation, on va dire, ben, avez-vous un diplôme universitaire? Oui, non. Donc, tout ce que vous pouvez mettre sur oui, non, c'est des variables binaires. Donc, ici, on a un dinosaure et un requin. Et le dinosaure, voilà, n'existe plus, tandis que le requin existe toujours. Donc, si vous avez une variable catégorielle avec k niveau, on va le transformer en k-1 variable binaire. Donc, c'est important de se rappeler pour les variables catégorielles que vous devez dire au logiciel que la variable en question est une variable catégorielle. Donc, si c'est stocké sous forme de texte, par exemple, collégial, secondaire, universitaire, c'est plutôt évident que ce n'est pas une variable numérique, mais j'aurais aussi pu l'encoder 1, 2, 3, et auquel cas, il faut vraiment dire au logiciel, attention, 1, 2, 3, ça ne représente pas les valeurs numériques 1, 2, 3, mais c'est bien juste des étiquettes pour les différentes catégories. Donc, selon ces variables catégorielles ou numériques, on va choisir des graphiques différents. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux graphiques? Donc, ici, une citation, une traduction libre d'une citation de John Tukey. Un graphique transmet plus d'informations que n'importe quelle autre option. Donc, on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots et c'est un peu ce à quoi sert le graphique. Maintenant, on ne fait pas des graphiques pour le simple plaisir de remplir des pages. On fait un graphique pour transmettre de l'information qui soit utile. Donc, qu'est-ce qu'un bon graphique? L'idée, c'est de transformer quelque chose de complexe et de fournir cette information-là avec clarté, précision, efficacité. Donc, le plus d'idées possible avec le moins d'espace possible. Ici, donc, c'était une citation d'Edward Tooth, qui est un maître qui a écrit un ouvrage de référence sur l'art de créer des graphiques. Comment est-ce qu'on pense au graphique? Donc, il n'y a pas beaucoup de théories, ou du moins, il y en avait peu il y a une dizaine d'années, mais Wilkinson a écrit un ouvrage quand même de référence qui est assez important. C'est bien de penser à un graphique comme une superposition de couches. OK? Donc, vous prenez certains éléments. Par exemple, donc vous allez dire, OK, bon, je prends tel type de données. Donc, voici ma base de données. Ensuite, dans la base de données, vous avez des variables. Donc, il va falloir passer à faire une application. Donc, quelles variables vont à quelle esthétique? Donc, par exemple, vous pourriez dire, voilà, moi, je veux que le prix soit sur l'axe des Y. Je veux que la classe de billets soit une couleur. Okay? Donc, ça, c'est l'application. Quelle variable est transformée à quel paramètre du graphique? Ensuite, vous allez décider du type de graphique. Donc, c'est quoi les objets géométriques qui sont représentés? Est-ce que c'est un histogramme, une densité? Est-ce que vous avez un nuage de points? Est-ce que vous avez une boîte à moustache, etc. Donc, ça, c'est la géométrie. Donc, quel est le lien entre, par exemple, X et Y? Comment vous représentez cette transformation-là? Vous pourriez transformer les axes. Donc, si vous pensez salaire et que vous avez quelqu'un qui gagne 1 milliard de dollars, eh bien, tous les autres vont avoir l'air de ne gagner que la partie congrue. Donc, des miettes, ça peut être utile de prendre une transformation logarithmique
pour mieux représenter l'échelle, par exemple, si vous avez une variable qui est strictement positive. Donc, on pourrait rajouter cette transformation-là. Donc, ça, ce sont des éléments, les couches. Vous pourriez aussi rajouter donc, les échelles des graphiques, à quelle échelle vous mettez. Et finalement, donc, le système de coordonnées, est-ce qu'on représente en coordonnées cartésiennes, polaires? Est-ce qu'on veut qu'une variable catégorielle soit représentée sous plusieurs sous-facettes? Okay? Donc, plusieurs graphiques qui montrent la même chose. On aurait pu aussi, évidemment, l'utiliser dans l'esthétique, par exemple, avec une couleur, une forme, etc. Donc, tout ça, c'est un peu abstrait, mais ça va me servir à illustrer un peu la construction d'un graphique. Et puis, c'est bien de garder ça en tête quand on veut le créer, parce que ça permet de systématiser le processus de création de graphique. Donc, on a commencé par regarder c'était quoi les types de variables. Et donc, la première règle d'or quand on fait un graphique, c'est que le choix de votre graphique, le choix de votre géométrie va dépendre du type de variable que vous avez. Donc, vous n'allez pas traiter le graphique, vous n'allez pas faire le même graphique si vous avez deux variables nominales, donc catégorielles nominales, si vous avez une variable continue, une variable catégorielle. Okay. Si vous avez une seule variable, généralement, une variable continue, on va utiliser un histogramme si vous êtes intéressé par sa loi. Vous pourriez aussi, si vous avez suffisamment d'observations, utiliser un estimé de sa densité, okay, lissage par noyau. Si vous avez une variable discrète et qu'il y a peu de catégories, on pourrait utiliser un diagramme en bâton. Okay? Donc, la différence entre discrète et catégorielle, donc on met le diagramme en bâton. Dans une, vous allez tout simplement avoir un axe qui ne veut rien dire, vous allez juste avoir les étiquettes de classe. Et dans l'autre, vous allez représenter pour chaque variable, valeur numérique possible de la variable discrète, la probabilité associée à cet événement-là. Si vous avez deux variables, donc si deux variables continues, c'est le fameux nuage de points. Donc, vous prenez les coordonnées de l'axe des X, de l'axe des Y pour ces deux variables continues-là, et vous faites un point pour chaque observation, et ça vous donne un nuage de points. Si vous avez deux variables catégorielles, vous pourriez faire une carte thermique, donc mettre les deux variables et puis associer à une certaine intensité en termes de couleur la valeur numérique. Plus souvent, on va voir diagramme à bande, donc vous allez avoir la fréquence sur l'axe des X ou des Y. Sur l'autre axe, vous allez avoir une catégorie et vous allez avoir plusieurs bandes. Et pour la deuxième variable catégorielle, qui vont être séparées par des couleurs. Okay? Donc, bleu, jaune, rouge, et puis pour la deuxième catégorie, bleu, jaune, rouge, et ainsi de suite. Si vous avez un mélange continu catégoriel, donc, si vous avez une variable continue, vous pourriez, par exemple, représenter à l'aide d'une boîte à moustache, un diagramme en violon. C'est une boîte à moustache dans laquelle on ajoute un estimé de la densité qu'on reflète. Donc, vous pourriez aussi avoir juste la moitié. Donc, il y a plusieurs possibilités. Ça, ce sont les principales. Donc, regardons un peu certains graphiques, certains types de données, et puis un peu la syntaxe aussi du code. Donc, ici, vous avez un diagramme en bâton pour une variable catégorielle qui est la classe des billets de train. Donc, il y a plusieurs éléments que je veux porter à votre attention dans ce graphique. Donc, la première, donc, la variable choisie, elle est catégorielle. Donc, c'est classe et donc, je l'ai représentée sur l'axe des X. Si les étiquettes avaient été un peu plus grandes, j'aurais aussi pu faire une rotation de mon graphe, mettre la classe sur l'axe des Y en ordonnée et le dénombrement en abscisse. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dans ce graphique? D'abord, j'ai mis un titre qui explique c'est quoi. Donc, c'est la classe des billets de train et je référence le jeu de données. Ensuite, l'axe des Y, c'est le nombre. Okay. Donc, c'est le dénombrement. Il y avait 10 000 billets. Donc, il y en a à peu près 72% qui sont dans la classe Tourista. Vous remarquerez dans ce graphique que j'ai ordonné les classes en fonction du nombre d'occurrences. Okay? Donc, Tourista, c'est la première classe parce que c'est celle où il y en a le plus. Ça permet d'éviter de se promener et puis ça permet de faciliter les comparaisons. Donc, sur l'axe des X, vous avez l'étiquette de classe avec le nom de la variable. Et finalement, j'ai rajouté au-dessus du graphique le nombre d'observations. Donc, par exemple, Tourista Solo, ce serait assez difficile de dire qu'il y en a 80. Donc, vous savez que c'est moins que 1000, mais est-ce que c'est 100, est-ce que c'est 50? Ce serait très difficile à dire. Donc,
on a rajouté ici le nombre. Le coder est plutôt compliqué. Donc, ça, c'est un graphique qui a été réalisé à l'aide de la librairie ggplot2 qui implémente la grammaire des graphiques. Donc, voici les différents éléments. Donc, la première ligne, voilà, je choisis mes données. Donc, dans la déclaration d'entrée de la fonction ggplot, vous choisissez la base de données ici, donc renfe. Et là, je vais choisir qu'est-ce que je mets sur l'axe des X. Donc là, c'est une fonction un peu barbare. Tout ce que je voulais, c'était, dans le fond, normalement, j'aurais pu juste mettre la variable classe. Là, je voulais les ordonner en ordre décroissant, donc j'ai utilisé une autre fonction, mais généralement, vous auriez pu mettre x égale classe. On met donc notre diagramme à bande, donc je vais ajouter un élément géométrique qui est la bande, geombar. Ensuite, j'ai rajouté au-dessus la statistique qui est la quantité. OK, donc j'ai rajouté ça comme étiquette, je l'ai légèrement décalé. Et donc, c'est probablement la fonction la plus compliquée qu'on va voir parmi les quatre graphiques. J'ajoute les étiquettes pour l'axe des X, pour l'axe des Y. J'ai légèrement augmenté. Donc, vous voyez, un bon graphique, il y a plusieurs éléments. Donc, par exemple, par défaut, mon graphique a des barres verticales ou des barres plus petites. Ici, je n'ai conservé que les milliers d'unités, donc j'ai enlevé les sous-barres. Donc ça, c'est un repère graphique que je considérais qui n'était pas adéquat. Donc, un bon graphique, ça prend du temps. Donc, vous pouvez penser que faire un graphique comme ça, bon là, la syntaxe, ça semble compact, mais vous pouvez passer autant de temps à créer un graphique, créer l'étiquette, créer la légende, que vous le feriez à écrire une page complète de texte. Donc ici, bonne pratique, ordonnez les valeurs selon leur fréquence. Et puis, comme je l'ai dit, si vos étiquettes sont trop longues, et puis que sur l'axe des Y, ça déborde, plutôt que de mettre l'étiquette, de tourner l'étiquette, et là, ça serait lisible, tournez votre graphique. Donc, faites une rotation, mettez à l'axe des X sur l'axe des Y et vice-versa. Donc, ça, c'est un graphique R, mais évidemment, nous, ce qu'on fait dans ce cours, c'est du SAS. Donc, le même graphique en SAS. Donc, vous avez la fréquence. Ici, je n'ai pas rajouté le nombre. Donc, le graphique est un peu plus basique. Donc, la fonction de base en SAS pour faire des graphiques, la version tout le moins moderne, donc il y a d'autres fonctions, mais c'est celle-là que je préfère et que je vous encourage à utiliser. Donc, c'est la procédure sgplot. Donc, ici, on spécifie notre base de données. Donc, modstat, c'est notre bibliothèque. La base de données s'appelle renfe, donc modstat.renfe, ça réfère à cette base de données-là. Ici, on va choisir un diagramme à bande, donc bar. Et là, vous avez le choix entre H bar pour horizontal ou V bar pour vertical. Donc, ici, on choisit vertical. Et parmi les options, j'ai mis l'ordre des catégories à décroissance, donc en fonction de la réponse décroissante. Donc, RespDesc pour Response Decreasing. Donc, ça va faire en sorte que l'ordre Tourista vient en premier parce que 72% des observations sont de la catégorie Tourista. Finalement, on ajoute une étiquette pour mon axe et n'oubliez pas de rajouter les points-virgules à la fin de vos lignes et finalement Run pour créer le graphique. Okay, donc, c'est ce que vous obtenez. Le prochain graphique qu'on va regarder, une seule variable continue. Donc là, je dis un seul graphique. En fait, j'ai superposé trois graphiques un par-dessus l'autre pour vous montrer comment les faire. Donc, je ne sais pas que je vous recommande de faire ça. Personnellement, j'aurais probablement gardé l'histogramme et puis les traits que vous voyez. Donc, ici, il y a trois graphiques. Il y a un histogramme à l'échelle de la densité. Il y a un estimé de la densité qui est obtenu par lissage de noyaux. Et finalement, il y a les traits qui représentent les observations. Okay. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas gardé que les traits? Ben déjà, l'échelle est très petite, mais vous n'arrivez pas à voir. Donc, on a l'impression qu'il y a beaucoup de valeurs près de 50,
Mais comme, même si ce sont des variables continues et sont discrétisées et que les prix ne sont pas nécessairement uniques, c'est difficile de voir dans quelle catégorie il y a plus de billets de train. Donc, l'histogramme vous permet d'obtenir ça. Ici, j'ai choisi un certain nombre de catégories dans lesquelles agréger le nombre d'occurrences, donc 30. Je n'ai pris que les données du tarif promo pour éviter donc d'autres petits artefacts qui sont discutés plus en détail dans les notes de cours. Donc, vous allez voir toujours la même rengaine. Vous avez les deux axes ici. J'ai un guide, donc j'ai une grille derrière pour vous permettre de voir la hauteur des bandes. J'ai les unités sur mes axes. Okay? Donc, j'ai non seulement le nom de l'unité, j'ai aussi l'unité de mesure, entre parenthèses. Et finalement, j'ai une description de mon graphique. Donc, ici, c'est un histogramme. J'aurais pu mettre histogramme et densité des billets au tarif promo. Donc là, ici, c'est un peu redondant. Pour le code, donc déjà plus simple que tout à l'heure, ici, je vais utiliser l'opérateur tuyau, OK? Donc, qui est une fonction un peu plus moderne pour la manipulation de données. Donc, je prends les données RENF et là, je passe donc le tuyau, pourcentage, plus grand pourcentage, donc ça c'est le tuyau. Je dis, ben, de ces données-là, prenez un sous-ensemble où tarif est égal à promotionnel. Okay, donc tarif égale promo. Et ensuite, passez ce sous-ensemble-là à la fonction ggplot pour créer le graphique. Donc, vous avez sur une ligne donc les coordonnées, c'est quoi l'application? Donc ici, je mets le prix en X. Ensuite, donc il n'y a qu'une seule variable, c'est une seule variable continue. Ensuite, j'ai rajouté un histogramme. Donc ici, j'ai dit Y, je veux que ce soit sur l'échelle de la densité. Par défaut, ce serait juste le dénombrement. J'ai choisi le nombre de classes dans lequel j'agrège. Donc, je vous rappelle, il y a certaines règles. Ici, on ne dit pas plus de racine de la taille de l'échantillon. Donc, j'en ai peut-être au tarif promo un peu plus de 9000. Donc, 30, c'est raisonnable. J'ai rajouté la densité. J'ai aussi rajouté donc les rugs, c'est les petits traits que vous voyez, que j'ai mis donc sides equals B, c'est pour en bas, okay, bottom. Et je rajoute finalement donc mes légendes. Donc, pour l'axe des X, pour l'axe des Y, avec, donc ici, puisque c'est un graphique, par défaut, ce serait écrit density, donc je le traduis pour avoir l'équivalent français. Dans SAS, la même chose, je ne suis pas capable d'avoir les traits, et vous noterez aussi également, donc SAS ne vous permet pas d'avoir, donc l'échelle est incorrecte, ce n'est pas la densité, mais plutôt c'est en pourcentage, donc le pourcentage ne veut rien dire ici. Mais vous avez donc l'histogramme avec superposé un estimé de la densité non paramétrique. Pour la syntaxe, donc si vous voulez prendre un sous-ensemble d'une base de données dans SAS, vous devez manipuler les données et donc c'est une étape préliminaire. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une base de données temporaire qui va être dans la bibliothèque Work, qui s'appelle Renfe barre de soulignement promo. Je vais copier mode stade Renfe et je ne vais conserver que ceux où tarif égale promo. Donc, where tarif égale promo. Et finalement, je vais exécuter cette première tâche-là. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais prendre ma base de données. Donc, normalement, ça aurait créé une légende pour me dire que j'ai ajouté une densité. Je n'en veux pas. Donc, je prends mes données Renfe Promo, j'enlève cette légende-là, je fais un histogramme du prix, j'ajoute une densité de prix. Donc, par défaut, le type, c'est normal. Donc, vous avez une approximation normale, mais si vous avez regardé les données, c'est très loin d'être normal. Donc, c'est plutôt multimodal. Il y a vraiment des voisinages où il y a plus de billets à un certain prix. Donc ici, je fais un lissage par noyau, mais je ne veux pas qu'on me dise que j'ai fait un lissage par noyau parce que c'est évident. Et je rajoute sur l'axe des X, donc le prix des billets au tarif promo, parce que je n'ai pas besoin d'étiqueter l'axe des Y. Donc ça, c'est mon bloc. Donc vous voyez, la syntaxe n'est pas très compliquée. Si vous ne savez pas quoi faire comme moi, bien, vous considérez tout simplement, faites une recherche Google ou regardez dans l'aide de SAS. Donc, c'est assez exhaustif
Et vous avez aussi des exemples de graphiques qu'on peut adapter. Autre représentation graphique, donc tout à l'heure on regardait une variable à la fois, là on va regarder plus d'une variable. Donc ici vous avez 3 variables. Donc une variable continue et 2 variables catégorielles. Donc quelles sont les variables catégorielles? Donc la classe des billets et le type de train. Donc il y a 3 types de trains, j'en ai conservé que 2, qui sont AV, okay, donc pour les trains haute vitesse espagnols, et AV-TGV, c'est des trains qui sont exploités en partenariat avec la CNCF et qui font donc Madrid-Barcelone, Barcelone-Madrid, mais qui venaient ou qui continuent à destination de Toulouse et vers la France. Donc, la boîte à moustaches, c'est notre résumé de 5 nombres. Les quartiles, donc si vous voulez, le 25e, 50e et 75e percentile empirique. Okay, donc un quart, une demi et un trois quarts. Donc ça, c'est la boîte. Donc la ligne centrale, c'est la médiane. Ensuite, vous avez 1,5 fois l'écart entre la largeur de la boîte, donc l'écart interquartile. Et puis, on allonge ça jusqu'à au plus 1,5 écart interquartile jusqu'à l'observation. Donc, vous allez voir plusieurs choses. D'abord, les billets au prix Tourista sont moins élevés en moyenne que les autres classes de billets. On peut aussi remarquer que les billets Preferente, donc pour la classe AV-TGV, à confirmer, mais il semble qu'il n'y a aucune variabilité interquartile. Donc, vous avez au moins 50% des données qui sont dans la boîte. Okay? Donc, la boîte contient toujours 50% des données et c'est la même valeur numérique. Donc, ça peut être dû soit au fait que les prix sont déjà fixés. Vous le voyez, j'ai vraiment l'impression en regardant ce graphique, moi, qu'il n'y a que 7 valeurs possibles pour ces billets-là. Et même la répartition est symétrique. Ça pourrait être aussi dû au fait que vous avez peu d'observations. Donc, si vous voyez une boîte à moustaches qui est complètement écrasée, faites attention parce que si vous avez un résumé en 5 nombres et que vous aviez 4 valeurs, ben, ça se peut que ce soit un artefact de votre petite taille de sous-échantillon. Ici, ce n'est pas le cas, donc vous pouvez le vérifier par vous-même. La classe Tourista Solo n'est pas disponible pour les trains de type AV-TGV. Donc, autre information qu'on peut glaner si vous faisiez une analyse exploratoire. Maintenant, si on s'intéresse davantage aux qualités du graphique, donc ici, la variable continue, je l'ai mis sur l'axe des Y. J'ai une variable catégorielle, okay, donc vous voyez Preferente Tourista, Tourista plus, Tourista Solo sur l'axe des X. Ici, je ne les ai pas ordonnés parce qu'il n'y avait pas vraiment de comparaison à faire. Et la troisième variable, je l'ai rajoutée à l'aide de couleurs. Okay? Donc, le jaune versus le violet, le contraste est assez violent, mais ça paraît bien en noir et blanc. Et c'est une palette de couleurs qui est compatible et bien visible pour les daltoniens, peu importe le spectre de couleurs qui ne voit pas. Donc, comment est-ce que j'ai créé ce graphique? Donc, la même chose que tout à l'heure, je prends le sous-ensemble au tarif promo. Ensuite, vous spécifiez l'application, donc l'esthétique, quelle variable va à quel axe ou quel élément graphique. Donc ici, sur l'axe des Y, j'ai mis le prix, sur l'axe des X, la classe de train, et la couleur, c'est type. Ensuite, vous ajoutez votre géométrie. Okay, donc dans votre grammaire, on met ici la boîte à moustaches. J'ajoute donc les étiquettes, donc pour l'axe des Y, pour l'axe des X, je n'avais pas besoin parce que c'était déjà correct. Finalement, pour la couleur, donc pour vous montrer comment est-ce que je pourrais rajouter une étiquette. Par défaut, la légende était à droite. C'est plus intéressant de l'avoir à gauche parce que ça permet de moins écraser le graphe. Et finalement, donc j'ai choisi une palette de couleurs, comme je vous disais, qui est bonne pour les gens qui souffrent de daltonisme, donc qui est facilement distinguable. Évitez rouge et vert par pitié. La palette par défaut de R maintenant est beaucoup plus visible que dans les versions précédentes. Donc, si vous avez R plus grand que 4.0, ça devrait jouer, sinon faites gaffe.
Le même graphique en SAS, donc sans couleur, ça c'est mon thème qui fait qu'il n'y a pas de couleur. Donc, deux types de trains AV et AVTGV. Donc, vous voyez encore, donc ici c'est peut-être plus visible, il y a effectivement, euh, donc c'est pas exactement symétrique. La boîte à moustache pour Preferente est complètement écrasée. Il y a quatre valeurs au-dessus qui sont, donc faites attention au terme aberrante dans la mesure où ça dépend du nombre d'observations. Euh, Par défaut, dans une boîte à moustaches, vous avez peut-être un peu moins d'1% des valeurs qui sortent des moustaches. Mais si vous avez 100 000 observations, ben 1%, c'est quand même non négligeable. Donc, ce n'est pas parce qu'un point est hors de la moustache qui devrait être considéré aberrant. Ça dépend toujours de la taille de l'échantillon. Okay? La boîte à moustache a été conçue dans un temps immémoriel où il y avait très peu d'observations dans les jeux de données. Donc, c'était logique de considérer qu'il y aurait une valeur aberrante peut-être par jeu de données. Dans SAS, vous avez aussi donc le cercle représente la moyenne, okay, ce que vous n'avez pas dans, 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 dans SAS. Donc en fait, si vous voyez, c'est même trompeur. Donc le deuxième graphique pour AVTGV avec la classe Preferente, ce que vous voyez, okay, donc le plus qui est au-dessus de votre barre qui représente la boîte, en fait, c'est probablement la moyenne. Donc, c'est un mauvais choix graphique parce qu'ils ont pris le même symbole pour la moyenne et les valeurs aberrantes, euh, sans penser au fait que ben, si votre boîte a une largeur nulle, ben, votre point ressemblerait à une valeur aberrante. Donc, vous avez vraiment que 7 valeurs possibles. Twista selon, on voit la même chose. Donc, pour la syntaxe très simple, je reprends la même base de données que j'avais créée précédemment. Ici, je vais une boîte à moustache. La syntaxe, c'est box. Vous avez le choix entre vertical ou horizontal. Et pour ajouter une autre variable catégorielle, donc dans les options, ici, j'ai utilisé catégorie et groupe. Donc, j'ai mis catégorie, c'est classe. Okay? Donc, la classe, c'est celle que vous voyez sur l'axe des X. Et le groupe, c'est le symbole. Donc, tout à l'heure, on avait assuré versus plein. Là, ici, j'ai traitillé versus plein, le tout en noir et blanc. Et je rajoute mon étiquette. Un dernier graphique pour la route. Donc, ici, deux variables continues, okay, ou plus ou moins deux variables numériques, parce que le graphique semble nous démontrer que la durée de trajet qui est en minutes, donc vous regardez votre base de données, vous voyez la description qui dit durée du trajet en minutes, vous vous dites c'est une variable continue, vous faites le graphique et misère, ça semble être une variable discrète. Et donc, il y a une troisième variable qui est la variable catégorielle, toujours du type de train que j'associe à une couleur ici. Donc, le prix en euros sur l'axe des Y, vous avez la durée de trajet. Donc, ici, c'est peut-être pas le bon choix graphique. Donc, je vous laisse penser un peu à pourquoi c'est pas le bon choix graphique. Mais ça a à voir avec le fait que si vous regardez pour chaque valeur de durée de trajet, il peut y avoir plusieurs points qui sont superposés. Donc ici, j'ai enlevé les points qui correspondent au train Régio Express qui était plus lent. Donc si vous avez lu le texte, vous savez pourquoi. Donc ce ne sont que pour les trains à grande vitesse, mais j'en ai quand même 9000. Et c'est difficile de dire en regardant juste ce graphique qu'il y a bien 9000 points. Donc il y en a beaucoup qui sont superposés, qui ont des prix à peu près égaux ou égaux. Et donc, c'est trompeur, c'est difficile de voir. Donc, peut-être que un estimé, donc c'est sûr que les durées de trajet, il y en a qui sont très, très proches les unes des autres. Il y a des trains qui font la navette Madrid-Barcelone en 2h30. Il y en a qui prennent à peu près 45 minutes de plus, donc jusqu'à un peu moins de 3h15. Mais il y a des trains qui sont à peut-être 2 minutes d'écart. Donc, ce n'est pas évident de voir qu'est-ce qu'on pourrait choisir. Peut-être qu'une boîte à moustache aurait été plus adéquate ici en fonction de la durée de trajet, mais comme l'axe des X est effectivement discret, mais les valeurs sont très rapprochées, ce n'est pas évident de choisir un bon graphe. Donc, le nuage de points n'est pas optimal, mais l'alternative n'est pas non plus facile à envisager. Donc, le code R, la même chose. Donc, ici, plutôt que de prendre
égale, où le tarif égale promo. Ici, j'ai dit où le type de train n'est pas égal à Air Express. Et j'utilise mon opérateur tuyau pour passer ce sous-ensemble-là à la fonction qui fait des graphiques. Donc, en X, la durée, en Y, le prix. Je rajoute un nuage de points, donc c'est geom point. Vous avez, comme toujours, donc, les étiquettes pour l'axe des X, des Y pour la couleur. J'ai mis la légende en dessous du graphique et j'ai choisi ma palette violette et jaune qui est pour les daltoniens. Donc, on pensait à qu'est-ce qui cloche, on en a déjà parlé. Comment on pourrait remédier? Vous pouvez essayer d'autres types de graphes. Donc, je vous laisse jouer avec ça. Le graphique SAS va ressembler évidemment à la même chose. Donc, vous allez voir ici, on a le type qui est représenté non pas par une couleur, mais par un symbole. Donc, ici, un plus, les autres, c'est des cercles. Donc, le graphique qui n'a pas une très belle qualité, mais qui est la même chose que l'autre. Donc, je dois encore une fois créer une nouvelle base de données. OK, donc là, je dis le type n'est pas égal à RExpress. Et pour faire un nuage de points, donc c'est la commande scatter. Vous mettez ce que vous voulez en Y et en X. Et ici, j'ai utilisé le groupe de la même façon que l'autre et vous rajoutez vos étiquettes. Donc, ceci complète un peu la syntaxe R et SAS pour créer des graphes. Et maintenant, passons donc aux deux dernières règles de base pour la création de graphiques. Prenez la peine de faire de beaux graphiques. Okay? Et en particulier, si vous faites un graphique, votre graphique devrait être interprétable uniquement à partir de la légende. Donc, je ne devrais pas avoir besoin de lire le texte pour comprendre de quoi le graphique parle. On fera dans un atelier une petite analyse de certains graphiques qui ont été publiés dans des magazines ou dans des journaux pour voir les qualités, un peu voir quel type de variable. Sachez néanmoins, on l'a vu, que certaines visualisations sont plus effectives que d'autres. Donc, par exemple, si vous avez deux variables catégorielles, vous pouvez décider laquelle devrait être sur l'axe des X, laquelle devrait être sur, par exemple, la couleur ou le symbole. Est-ce que vous voulez une région hachurée ou pas? Et ça dépend de ce que vous voulez représenter. Donc, vous pouvez jouer un peu, voir qu'est-ce qui est plus efficace pour transmettre votre message. C'est bien d'inclure les variables. Donc, vous aurez vu, je mets systématiquement les étiquettes pour l'axe des X, pour l'axe des Y, avec les unités potentiellement de parenthèses. Ajouter une légende et aussi ajouter une description dans le texte. Faites une référence. Ne mettez pas un graphique tout seul dans un rapport sans y référencer. Et dernier point, faites attention à la lisibilité. Si vous prenez un graphique, par exemple de SAS, vous faites une capture d'écran, vous l'exportez et puis vous le rétrécissez de telle sorte que j'ai besoin d'une loupe pour lire les étiquettes ou la valeur numérique sur les axes. Donc, si vous avez besoin d'une loupe, c'est parce que vous avez fait quelque chose qui n'est pas adéquat. Okay? Un bon graphique, ça prend du temps à construire, donc mettez l'effort, c'est important que votre graphique, ça soit une histoire en lui-même. Il faut que ça soit quelque chose qui soit visuellement attrayant. Règle numéro 3, faites attention à la perception qu'on a de graphiques. Okay? Quelque chose à éviter, donc l'œil humain n'est pas toujours bon à discerner certains éléments. Donc, à éviter, proscrit, interdit dans ce cours, les diagrammes en camembert. Je ne veux pas de pointe de tarte. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de comparer des aires, des surfaces. Si je tourne le graphique, vous auriez peut-être une interprétation différente. Okay? Vous êtes toujours mieux avec un diagramme à bande. Parce que c'est plus facile de comparer des hauteurs. L'œil humain est mieux apte à percevoir des différences de hauteur de barre, de bande, que comparer des aires en particulier sur des graphiques, c'est très difficile. La même chose, tout ce que vous auriez dans, par exemple, Excel, des graphiques 3D avec ou sans rotation à proscrire, absolument à éviter, c'est une catastrophe. C'est une option qui a été ajoutée, mais c'est du superflu et ça distrait de votre message. Faites attention au choix de couleurs. Donc, je l'ai mentionné, des palettes de couleurs qui permettent aux daltoniens de bien visualiser, okay, parce que vous ne voulez pas avoir brun versus brun. Donc, aussi, si vous pensez à imprimer un rapport, il faudrait que ça soit bien lisible en noir et blanc, qu'il y ait du contraste.
Si vous mettez un diagramme à bande, faites attention à la quantité d'espace que vous mettez entre les bandes, ça change la perception du graphique. Donc, ce sont des petits détails, mais qui ont un impact considérable. OK? Est-ce que vos bandes sont trop larges, par exemple? Euh, donc, si elles sont trop étroites, c'est peut-être plus difficile de faire des distinctions. Et finalement, faites attention aux éléments qui sont trompeurs, notamment si vous faites une comparaison, par exemple, prenons un exemple assez ridicule, vous comparez deux nombres, okay? Donc le taux de satisfaction à un gouvernement qui va de 50% à 80%. Votre perception de cette différence-là va être influencée par le fait que votre axe va commencer à un certain nombre. Donc normalement, on dit incluez 0. Okay? Par défaut, on met 0. Ça permet de comparer les nombres. Et puis donc, c'est sûr que si vous comparez 94 et 95 et que vous avez inclus 0, les bandes vont avoir l'air de la même largeur. Si c'est quelque chose qui est très rare pour lequel une différence minime est importante, peut-être que vous voudrez tronquer, mais assurez-vous que c'est bien clair sur votre graphique que vous avez coupé l'axe. Okay? Donc, règle numéro 3, attention à la perception visuelle. Ce qui nous amène au sujet de la capsule, donc comment faire une analyse exploratoire. Donc, c'est un processus itératif. Et Grolmund et Wickham, dans les notes, je l'ai dit, appellent même ça un état d'esprit. Donc, qu'est-ce que c'est une analyse exploratoire graphique? Ben, vous allez triturer les données jusqu'à ce qu'elles confessent quelque chose. Pourquoi ne pas passer par des résumés numériques? Donc, c'est clair que vous allez regarder des statistiques descriptives, des tableaux de fréquence pour savoir quelle catégorie, par exemple, si vous avez plusieurs variables catégorielles, pour regarder combien il y a d'observations dans chacune des sous-catégories. Ça vous donne une idée de est-ce qu'il y a des catégories qui sont vides, qui existent, des sous-catégories qui sont impossibles, est-ce qu'il y a des valeurs aberrantes, c'est quoi l'étendue de mes données. Donc, ça, c'est utile. Mais les résultats numériques, les résumés numériques vous donnent un peu ce que vous attendez. OK, la moyenne, c'est compatible avec ce que je m'attendais. Par contre, dans les graphiques, ça fait ressortir les éléments inattendus, les valeurs aberrantes des choses implausibles. Donc, dans les temps immémoriaux, peut-être que vous le verriez aussi dans un résumé si vous calculez la moyenne, mais c'était très commun à l'époque. Si vous aviez une valeur si vous aviez une valeur, vous avez une erreur, par exemple, d'inscription dans un appareil numérique, de mettre une valeur qui est impossible. Par exemple, 999, okay, donc 999, ou moins 1. Donc, si vous voyez âge égale à moins 1, peut-être que la moyenne ne sera pas complètement... alors, elle va être faussée, mais peut-être que vous ne le repérerez pas. Si vous le faites sur un graphique, c'est clair que vous allez voir le moins 1, puis ça va vous ressortir. Donc, ça va être très parlant. Donc, qu'est-ce qu'on fait une analyse exploratoire? Bon, on se pose des questions. Par exemple, on l'a fait avec les données Renfe. On se pose des questions. OK, est-ce que la durée de train, par exemple, la durée de trajet, est-ce que c'est la durée réalisée ou est-ce que c'est la durée qui est indiquée sur le billet? Donc, quand on regarde notre graphique, on voit que c'est la durée indiquée. Il n'y a que 13 valeurs possibles. OK, pour les trains, par exemple, AV, et j'en ai un peu plus pour les autres. Donc, ça répond à ma question. Et là, vous pourriez vous poser des sous-questions en lien avec ça. Donc, vous allez poser des questions qui sont souvent vagues et à mesure que vous allez regarder les données, vous allez raffiner les questions. Ça va vous amener à d'autres questionnements. Donc, si on a regardé, par exemple, Air Express, on a vu, ah tiens, j'ai un certain nombre Air Express où j'ai regardé dans les boîtes à moustaches et j'ai vu que le prix était fixe pour ces trains régionaux et qu'en fait, donc, il y avait un type de billet qui était Adulto Ida qui correspondait à ces trains Air Express. Donc ça, je l'ai vu dans les graphiques, j'aurais pu le voir dans un résumé numérique, mais ça me permet de, donc certaines fois, j'aurai une petite hypothèse et puis ça me permettra d'infirmer ou de confirmer cette intuition que j'ai à la lecture de ces données-là. Donc c'est un processus itératif. Une analyse exploratoire n'est jamais vraiment complète, mais vous pouvez en tirer le plus possible. Et évidemment, à la fin, écrivez un résumé, donc tirez une conclusion. C'est important pour montrer à l'analyse que vous avez bien compris les données, que vous avez repéré les dangers potentiels, les valeurs aberrantes, les erreurs d'encodage, par exemple, OK, de variables catégorielles en numérique, vice-versa. Et donc, ça permet à la fois de guider le lecteur pour qu'il lui comprenne bien et de montrer au lecteur que vous comprenez ce que vous faites. Donc, c'est
l'analyse exploratoire graphique et on pourra en atelier donc faire une analyse exploratoire, vous poser des questions en lien avec la base de données et on fera un résumé par la suite. C'est ce qui complète cette capsule. Donc, quelques références pour la route si vous voulez lire. Malheureusement, ce sont des ouvrages qui sont en anglais. Donc, visualisation de données, aussi le chapitre d'introduction de Grolman et Wickham sur l'analyse exploratoire graphique où vous aurez un exemple avec justement le jeu de données diamant et finalement Wilk, les fondamentaux de la visualisation de données. Merci de votre écoute et à une prochaine.